Oui. Pas être trop en retard. Et j'ouvre le webinaire. Je peux y aller, Thomas? Attends. J'attends. Écoute, on a 35 spectateurs, 44 maintenant, donc je pense que nous sommes en ligne. Que les gens se connectent. On attend 1 minute pour que les gens se connectent. On attend 1 minute, Thomas? On fait ça? 120 spectateurs, comme tu veux, je te suis. On va attendre un peu que les gens se connectent quand même. Bonjour à tout le monde là-dessus. Bonjour. On avait dit 18h05, 5 minutes. On a encore 1 minute que les gens se connectent. À 250 personnes, je te dis? Oui. Par contre, les gens commencent à me converser et j'arrive pas à... Moi aussi. Si, il y a tout le monde qui dit bonjour. Ok. On y va? On y va. 192 personnes, vas-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud Brunel, je suis infirmier aux soins intensifs au CHU Tivoli, président de l'Assist Nursing et maître assistant à la Haute École Condorcet. Je vais faire 2-3 minutes d'introduction pour ce webinaire sur le Covid-19 et on se reverra en fin de séminaire pour parler des spécificités sur la ventilation mécanique. Juste 2 dias sur l'Assist Nursing pour les gens qui ne connaissent pas. L'Assist Nursing a été fondée en 1982. On est une ASBL, donc une association sans but lucratif depuis 2005. Et tous les administrateurs de l'association sont bénévoles et on est majoritairement des infirmiers de soins intensifs. L'association est apolitique et neutre. Nos missions sont de promouvoir et produire des activités scientifiques. La deuxième, c'est d'organiser et coordonner des formations spécifiques comme aujourd'hui. Et ensuite, représenter les infirmiers via nos associations mères. Pour tous les infirmiers francophones qui travaillent aux soins intensifs adultes et pédiatriques. Et si vous avez des questions ou voir vous affilier, tout est sur notre site internet qui se trouve en dessous. Le programme, donc 3 présentations. On va commencer par Fabio Tacon, qui est chef de clinique adjoint aux soins intensifs aux cliniques universitaires Saint-Luc, qui va parler de généralité et des spécificités de la gestion d'un patient Covid. On a ensuite Barbara Schmidt, administratrice de la Assist Nursing et maître assistante à la Haute École Condorcet, qui va nous parler des équipements de protection individuelle, et moi-même. Et on a une petite pensée pour Joséphine, qui normalement devait être la deuxième oratrice, mais qui est malheureusement souffrante. Thomas, tu nous expliques un peu comment marche Zoom? Oui, hein, bien sûr. Bon, d'abord, une petite précision, Fabio Tacon, c'est Erasme, pas Saint-Luc. Donc pour Zoom, c'est très simple. Donc vous avez en dessous de votre écran une option QR qui vous permet de poser des questions. C'est moi qui recevrai l'ensemble des questions et j'essaierai de les regrouper au mieux et de les poser aux intervenants à la fin. Et vous avez également accès à un chat qui vous permet de contacter l'ensemble des intervenants ou des intervenants spécifiques. Mais vu qu'ils parlent, ils ne sauront pas vous répondre d'emblée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va maintenant écouter Fabien. Alors, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Merci pour l'invitation. Donc, on m'a demandé de vous parler de généralité du coronavirus, le problème que tout le monde est en train d'avoir dans les réanimations ici en Belgique. Un peu d'histoire qui est assez récente. C'est quelque chose qui a été déclaré en fin 2019 en Chine avec une série de pneumonies atypiques dans un marché de poissons dans la province du Hubei. C'est une ville d'11 millions d'habitants. Vous voyez dans cette chronologie comment la pathologie a rapidement évolué vers un foyer local épidémique de pneumonie. Et déjà le 11 janvier, on décrit le premier cas qui s'est passé en dehors de Chine. Et maintenant, nous sommes au mois de mars 2020 et vous voyez une mise à jour du nombre de cas. On a presque 500 000 cas déclarés de patients positifs au coronavirus dans le monde entier. Donc, a été déclaré par l'OMS une pandémie il y a quelques jours. Ça, c'est la situation belge. C'est quand même intéressant de savoir. Vous voyez, en orange, c'est le nombre total de cas de patients positifs au coronavirus en Belgique. Avec l'axe des Y, on est presque à 7000 cas. Et en vert, vous avez le nombre de cas journaliers avec le record, malheureusement, qu'on a eu aujourd'hui
de presque 1300 nouveaux cas, avec un temps de dédoublement, c'est-à-dire le temps nécessaire à avoir le double des cas du jour précédent, qui est autour de 2 jours. Donc, on s'attend, selon les experts, à une augmentation de cette épidémie pour la semaine prochaine, avec un nombre de cas plus important. Alors, qu'est-ce que c'est un coronavirus? C'est un virus, évidemment, un ARN, qui est enrobé de certaines protéines très importantes pour sa fonction, de la famille des bêta-coronavirus. Il faut savoir qu'on a plein de coronavirus qui ne sont pas très inquiétants pour la pathologie humaine. Ils ont beaucoup de réservoirs au niveau des animaux. Par exemple, pour le coronavirus qu'on a fait maintenant, le réservoir probablement un chauve-souris ou un autre type d'animal qu'on a trouvé dans le marché en Chine. Et ce qui est important de savoir, que cette famille de bêta-coronavirus est celle qui est associée aux plus importantes pathologies humaines. On a eu dans le passé la SARS, 2002-2003. On a eu la MERS en 2012, en Arabie Saoudite. On a maintenant le coronavirus chinois, qui a commencé en Chine. Et vous voyez que dans un papier récent de génétique, on a effectivement 60 à 80% de similarités génétiques qui montrent bien que ce virus n'a pas été créé au laboratoire, comme certains ont dit sur les réseaux sociaux, mais c'est une évolution de transmission entre animaux et puis une transmission d'animal à homme, une zoonose comme on l'appelle, et puis de homme à homme actuellement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de virologie, ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne, ce virus, parce que si on comprend bien comment il fonctionne, on se rend compte aussi des possibilités thérapeutiques que nous avons pour essayer de faire face à cette épidémie. Donc, le virus, il se lie à un récepteur qui s'appelle AC2, qui est présent sur la plupart des protéines, spécifiquement au niveau des poumons, au niveau des pneumocytes de type 2, ce qui explique pourquoi ce virus est très agressif pour le poumon. Et grâce à une protéine qui se trouve sur la membrane, il y a un clivage de protéines qui permet la fusion et donc l'entrée du virus dans la cellule. Une fois que le virus est rentré, il libère son ARN, et cet ARN est utilisé pour synthétiser de l'ARN viral et des complexes protéiniques importants. Ces complexes protéiniques, avec l'ARN, vont générer de nouveaux virus à l'intérieur d'une structure intracellulaire qui s'appelle l'apparatus de Golgi. Et à l'intérieur de cette structure, plusieurs milliers de virus vont être produits et libérés par la cellule qui meurt à l'extérieur, ce qui permet d'infecter de nouvelles cellules. Pourquoi est important de savoir tout cela? Parce que tout ce qu'on utilise en pratique thérapeutique pour bloquer l'évolution du virus, c'est soit des molécules qui agissent sur la formation, sur l'assemblement du virus, par exemple l'hydroxychloroquine, soit des médicaments antiviraux qui essaient de bloquer la synthèse des protéines ou la formation d'ARN, ou alors on a des possibilités thérapeutiques pas disponibles en Europe, mais utilisées en Chine, qui bloquent cette protéine au niveau de la membrane cellulaire qui empêche la fusion du virus, ou alors des options thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation. On a peut-être un protocole d'étude qui va démarrer à Erasme, qui essaie de jouer sous le récepteur ou sur le voie liée à ce récepteur, dans l'idée de diminuer les conséquences de l'infection virale sous différentes cellules cibles. Alors, comment la maladie se diffuse? C'est très important, c'est une maladie qui se diffuse avec des gouttelettes. Les gouttelettes, c'est des particules d'une dimension supérieure aux 5 microns. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui tousse sur vous, ou qui a une distance de plus ou moins 1 mètre, ou alors le virus il se dépose sur les surfaces. Il peut s'ouvrir sur ces surfaces pour différentes heures. C'est 3 heures à 6 heures sur cette entité de surface jusqu'à 3 jours sous le plastique. Alors, il faut savoir que la charge virale est présente dans les malades infectés, surtout au niveau des poumons, plus qu'au niveau de la gorge, de la sphère nasopharyngée, ce qui explique pourquoi certains patients peuvent avoir un frottis nasopharyngé négative, mais une S-gamma au niveau des poumons, typiquement un LBA qui est positif. On le retrouve aussi dans les larmes, surtout chez les patients qui ont cliniquement des conjonctivites. On le trouve dans la salive, dans le sang. Il semble qu'avoir la virémie, donc du virus présent dans le sang, est associé à des formes graves. Et on a aussi du virus dans les selles, ce qui pose beaucoup de soucis par rapport à la transmission orofécale et au fait que certains patients qui gardent une positivité du virus dans les selles sont infectants pour des périodes prolongées. Et alors, on n'a pas beaucoup de données pour l'instant sur la transmission verticale. Certains papiers disent oui, certains papiers disent non, des femmes enceintes à des nouveau-nés. C'est important, nous, savoir que la période d'incubation est de 2 à 14 jours, même si on sait qu'un millième, un centième des patients, en fonction des études qui ont été faites, peuvent être porteurs et potentiellement infectants de ce virus, même après les 14 jours. Ce qui pose des gros problèmes au niveau de la communauté pour la durée d'isolement de ces malades.
Alors, comment on définit aujourd'hui à l'hôpital un malade suspecté de coronavirus? On avait commencé par des critères épidémiologiques, un malade qui a voyagé en Chine ou dans des pays dont la maladie est déjà déclarée. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, le contact est aussi important. Avoir de la famille quelqu'un qui est positif au coronavirus, évidemment, un signe de gravité. Mais maintenant que la Belgique s'associe en termes d'épidémie avec les autres pays, eh bien, tout malade qui arrive à l'hôpital, qui a une insuffisance respiratoire et qui n'a pas de cause autre qui peut expliquer l'insuffisance respiratoire, doit être considéré comme suspect de coronavirus, ce qui fait la plupart des malades qui aujourd'hui se présentent en service d'urgence dans nos hôpitaux. Alors, cliniquement, comment se manifeste cette maladie? On a dans la plupart des cas, mais pas chez tous les patients, la fièvre. Beaucoup de malades ont une toux sèche, non productive. 30% de la dyspnée. Il ne faut pas oublier que ces malades se présentent avec parfois des formes digestives, un peu comme des grippes atypiques. Ça, c'est l'épidémiologie des patients type, surtout des hommes, l'âge autour de 55 ans, beaucoup de comorbidités. Mais dans phase d'épidémie pure, on peut avoir des formes dites atypiques, des patients qui rentrent à l'hôpital avec des phénomènes de syncope, des tachycardies mal expliquées, des malaises ou alors des grosses diarrhées, qui sont la première manifestation du virus. Ce qui est très important, c'est qu'évidemment, vu que la clinique n'est pas très spécifique, on a besoin de données supplémentaires pour suspecter un coronavirus. Et alors, on peut utiliser des paramètres biologiques. Malheureusement, aucun de ces paramètres est spécifique. Donc, on parle de lymphopénie, on parle de thrombopénie, d'augmentation de transaminase, des digimères, un peu d'augmentation de troponine, mais aucun de ces signes, même si largement présent chez ces patients-là, est typique, pathognomonique d'une pathologie, d'une infection coronavirus. On sait que c'est une pathologie très inflammatoire, surtout quand le malade avec des symptômes respiratoires arrive à l'hôpital. Et donc, on voit typiquement des CRP très élevés, même si la CRP seule n'est pas utile pour pouvoir diagnostiquer la pathologie. On se pose souvent la question si beaucoup de ces malades arrivent à l'hôpital avec une co-infection. Les premières données chinois disaient pratiquement pas de co-infection. Les Français disent, nous, on voit 10 à 15% des patients co-infectés. Il y a quelques papiers qui parlent en phase d'épidémie de 3% des co-infections avec la grippe. En tout cas, c'est le genre d'information qui est important que la recherche épidémiologique future va essayer de répondre. Alors, pour nous, quand on voit un malade qui arrive à l'hôpital, on doit distinguer des formes sévères des formes non sévères. C'est un papier chinois qui, vous voyez, a répertorié plus de 1000 malades hospitalisés en Chine dans la zone d'épidémie au début. C'était que 14% des 7000 malades à ce moment-là positives. Et vous voyez que les formes sévères, définies sévères dans ce papier, c'est des patients plus âgés qui ont plus de comorbidités et typiquement plus de dysfonction d'organes associés, plus de choc, plus d'ARDS, plus d'insuffisance rénale. On a aussi plus d'anomalies biologiques et d'anomalies radiologiques. Évidemment, c'est assez facile de se dire qu'on attend une mortalité plus élevée. Dans ce papier, des malades hospitalisés avec une forme sévère, nous avons une mortalité de 8%, alors que des gens hospitalisés en Chine avec des formes non sévères, c'est qu'en fait, aujourd'hui en Belgique, que nous envoyons à la maison, c'est une mortalité de 0,1%. Alors, la maladie, elle touche évidemment les poumons. Tout le monde est concerné par l'atteinte pulmonaire avec 10 à 20% d'atteinte sévère et beaucoup de malades qui développent de la RDS, même si la définition de la RDS peut être critiquée dans une pathologie où le poumon est très compliant. On a des cas décrits d'atteinte myocardique aiguë, 10 à 15% des patients hospitalisés. Et juste pour vous montrer l'évolution pulmonaire, c'est que nous voyons, c'est ça. La phase initiale, le patient est souvent aujourd'hui à la maison avec une importante charge virale, souvent sans traitement avec les symptômes typiques d'une virose. Après, il évolue vers une phase intermédiaire où il a besoin d'oxygène, il arrive à l'hôpital symptomatique et une proportion de ce patient évolue dans la deuxième semaine vers une phase grave dans laquelle il va revenir en réanimation. Une grosse partie de ces malades va nécessiter une ventilation mécanique avec l'évolution vers une insuffisance respiratoire sévère et risque évidemment de toutes les complications qu'on connaît d'un malade ventilé. La définition de sévérité, on peut la critiquer, utilisée dans beaucoup d'études aujourd'hui, c'est le malade qui a des signes cliniques importants, la dyspnée, la fréquence respiratoire élevée, la désaturation avec sous oxygène ou un rapport PA2 FeO2 inférieur à 300. En tout cas, dans notre service aussi, c'est les critères qui permettent à l'urgentiste de contacter l'intensiviste pour avoir un avis d'admission au réa, parce que dans tous les papiers, ces formes sévères s'associent à un risque de ventilation mécanique plus important, à un risque d'RDS plus important et à un risque de mortalité plus important. Il y a des facteurs de risque
pour la RDS. C'est un papier chinois publié sur JAMA Internal Medicine. Je vous le présente, mais encore une fois, ce n'est pas un score qui permet de clairement diagnostiquer le malade à risque. Je pense que des critères basés sur la clinique, sur la saturation, la fréquence CRSP, sont beaucoup plus pratiques pour décider comment trier le patient versus une admission à l'étage ou une admission en surveillance en réanimation. Alors, je vous parlais de l'attente cardiaque, c'est très important à le savoir. Les définitions restent assez divergentes dans ce papier chinois, avec 416 patients et 20% de malades avec une atteinte cardiaque, définie par une augmentation de la troponine au-delà des valeurs de normalité. Eh bien, on voit que ces malades avec une atteinte cardiaque sont évidemment plus âgés, plus sévères, plus de plus de ventilation mécanique. Et comme attendu, ils ont une mortalité nettement plus élevée que les patients sans atteinte cardiaque. C'est difficile à dire le rôle de l'atteinte cardiaque seul sur la mortalité, mais le fait de pouvoir identifier une augmentation des troponines associée au coronavirus, identifier un sous-groupe de malades avec un risque plus élevé de complications et de mortalité. Alors, je vous ai parlé de poumons et de cœur, mais il faut savoir que d'autres organes peuvent être touchés aussi, avec là moins de données probantes. On a des transaminites, selon les Chinois, donc augmentation des transaminases, 10 à 15% des patients. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas encore. Il y a des anomalies rénales, très fréquentes, des pertes de protéines et d'albumine au niveau de l'échantillon urinaire, dans 7 à 40% d'insuffisance rénale aiguë, très peu de CVVH, peut-être lié aussi aux pratiques locales. On a des atteintes neurologiques, vous avez entendu à la télé, l'anosmie, la dysgeusie, les douleurs de tête font penser à une voie spécifique de pénétration du coronavirus au niveau du cerveau via le bulbe olfactif. On a 5% de stroke, et dans une population très à risque, on ne sait pas si c'est à cause ou associé à la maladie. Et on a des thrombopénies et clairement une hypercoagulabilité qui a été décrite par certains collègues avec un risque théorique plus important de maladies thromboemboliques. Alors, quand les malades arrivent en réa, eh bien, c'est des messages importants qui viennent, à mon avis, de ce papier. Vous voyez 22% des malades en réa ont moins de 50 ans. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y en a des malades âgés, on a des malades jeunes. Ils sont souvent avec beaucoup de comorbidités. Ils ont beaucoup de complications médicales. Et on a une mortalité dans ce papier qui dépasse largement les 50%, malgré un traitement ici, ventilation mécanique, prône et tout le reste, très agressif. Donc, on voit comme le malade très grave qui arrive en réa, c'est une forme de pathologie qui peut atteindre plusieurs organes, une forme très grave d'insuffisance respiratoire hypoxémique qui mène au décès dans la plupart de nos patients. Alors, comment on fait un diagnostic? Le diagnostic donc, se fait sous base pas de la clinique et pas des données épidémiologiques. On doit identifier le virus. Donc, tout le monde fait un frottis nasopharyngé qui est très bien, mais il y a des faux négatifs. 20% des patients avec une atteinte respiratoire clinique ont un frottis nasopharyngé négative. Et c'est pour ça que dans certains malades, on fait des imageries pour suggérer une atteinte respiratoire plus ou moins typique. Et dans les cas plus graves, on fait un lavage des poumons qui, lui, permettra de diagnostiquer le virus au niveau directement du lavage bronchoalvéolaire. La radiologie est très importante. Évidemment, radiographie du thorax chez tous les malades. Quand c'est possible, demander un scanner thoracique parce que ça permet d'identifier des patterns typiques d'atteinte virale. Et malheureusement, au niveau biologique, j'insiste, on n'a pas encore de tests autres qui permettent de diagnostiquer correctement la maladie. Quelques images pour vous que vous connaissez. C'est une radio à gauche au début d'admission et quelques jours après d'un malade qui développe un ARDS, comme on a l'habitude de voir en réanimation. Mais beaucoup plus typique, c'est les images en vert dépoli, ici qu'on voit un scanner thoracique dans la phase initiale, qui peut évoluer sur la phase suivante avec une forme plus grave, jusqu'à des formes de consolidation comme un RDS typique qu'on observe en réanimation. Quelques messages importants, c'est typiquement une atteinte bilatérale et périphérique, avec beaucoup de verres dépolis, mais surtout dans la phase initiale. On peut avoir 90%, plus de 90% des patients qui ont des signes respiratoires vont avoir un scanner positif. Dans les formes plus graves, on a d'emblée des patterns mixtes, donc on a aussi des formes de consolidation. Et alors, comme je disais, il y a 20% des malades qui peuvent avoir une frottis négative, mais qui ont un scanner positif. Il ne faut pas faire un scanner à tout le monde. Si vous avez un patient qui n'a pas d'atteinte respiratoire liée à l'hôpital, il peut avoir 20 à 25% des patients qui ont un scanner strictement normal. Donc, il faut vraiment réserver l'imagerie aux patients qui ont des signes respiratoires pour lesquels la radiographie n'est pas très parlante. Je vous épargne les données spécifiques du scanner pour montrer qu'on a des formes de scanner évolutives avec des formations kystiques, de la consolidation de signes d'halo. Tout ça a été bien décrit par les radiologues et en tout cas, on a besoin aujourd'hui
d'un radiologue assez expérimenté pour évaluer des patterns potentiellement associés à une pathologie virale. J'insiste, pathologie virale, ce n'est pas le scanner qui vous dit c'est une grippe ou c'est un coronavirus. Il vous dit c'est un pattern typique de pathologie virale et on peut le suspecter en période d'épidémie. Comment on fait le diagnostic donc en général? Je me concentre sur la partie hospitalière qui nous intéresse le plus. Un patient symptomatique, on lui fait une radio, on lui fait les frottis. Si le patient a l'air bien, on peut l'envoyer à la maison. Si le patient a atteinte respiratoire, on lui fait une radio. Si la radio est clairement positive, on le met à l'hôpital ou en réa en fonction du degré de sévérité d'atteinte respiratoire. Et si la radio n'est pas parlante, on lui fait un scanner thoracique. Si le scanner est positif, on prévoit un BAL ou en tout cas un deuxième frottis par la suite. Si le scanner est négatif, mais le patient a des signes respiratoires, on le garde dans l'observation, on répète un frottis dans les 48 heures. Alors, est-ce que c'est grave cette maladie? Parce qu'on a beaucoup parlé, c'est une maladie qui ressemble à la grippe, il y a beaucoup de gens qui meurent de la grippe, pourquoi il faut s'inquiéter tellement de cette pathologie? Eh bien, c'est un virus qui a une mortalité attribuée plus élevée que la grippe et qui est plus contagieux que la grippe. Donc, si on laisse zéro contrôle avec une absence de traitement ou de vaccin, on va avoir beaucoup plus de patients infectés au coronavirus qu'avec la grippe et potentiellement beaucoup plus de morts. Alors, ce que nous allons voir en termes de mortalité, c'est ça. Si vous voyez 100 malades qui arrivent à l'hôpital, 85% sont très peu symptomatiques, 15% ont besoin d'être hospitalisés et 3-5% vont arriver en réa. La mortalité décrite aujourd'hui, ça varie entre 2-3% avec beaucoup de variabilité entre différents pays. Mais en gros, à la maison, c'est 0,1%, sauf si la maladie évolue. Un patient qui arrive à l'hôpital, qui est hospitalisé, pas en réa, c'est 5-8%, et c'est 40-60% de mortalité, si pas plus, en réanimation. Donc, en fait, pour nous qui travaillons à l'hôpital, un malade sur 12 va décéder une fois qu'il est hospitalisé à cause du coronavirus, ce qui est beaucoup plus grave de ce qu'on a l'habitude de voir avec une grippe. Alors, qui meurt de coronavirus? Des patients âgés, ça, ce n'est pas nouveau. On avait observé déjà avec la MERS, les malades plus âgés avaient une mortalité plus élevée. Il semblerait avoir une certaine similitude entre hommes et femmes. Donc, pour une fois, il n'y a pas de différence entre les sexes. Et alors, on voit une association, ce n'est pas la cause, mais une association mortalité plus élevée chez les patients avec une pathologie préexistante, typiquement pathologie cardiovasculaire, le diabète, les pathologies respiratoires chroniques, l'hypertension, très peu de mortalité chez les femmes enceintes, très peu de mortalité chez les patients immunodéprimés. Les facteurs de risque associés à la mortalité sont l'âge, les didymères et le score de SOFA, c'est qu'on a l'habitude de mesurer. En tout cas, ce papier, que je ne trouvais pas un papier excellent, mais quand même intéressant, nous a mis dans notre pratique de mesurer régulièrement le didymère pour évaluer aussi le degré d'inflammation de façon indirecte chez nos patients en réanimation. Alors, il y a beaucoup de différences de mortalité dans le monde entier et les gens se posent la question pourquoi en Italie, mon pays, il y a 10% de mortalité et d'autres pays 0,5%. Je ne veux pas perdre beaucoup de temps pour expliquer le pourquoi. Il y a beaucoup d'hypothèses. En tout cas, il y a beaucoup de variabilité dans les pays. Sachez que la Belgique est actuellement mi-chemin avec un nombre de patients positifs par million d'habitants. Si on compare, par exemple, avec la Suisse et l'Italie et des pays comme la Chine, et à mi-chemin en mortalité entre l'Italie et l'Allemagne. Et j'espère que cette situation ne va pas s'empirer dans les prochaines semaines. De quoi meurent les malades? Il faut savoir qu'il y a certains patients qui ont un tableau d'atteinte myocardique. Dans ce papier autoptique, 30% des patients ont des signes de myocardite à l'autopsie. Donc, le monitoring de la troponine, le monitoring de la fonction cardiaque sur tous les patients en choc est important pour éventuellement commencer un traitement adéquat. Alors, je termine pour essayer dans le temps, les dernières 2 minutes. Quels sont les traitements à donner? Je ne parle pas de ventilation, ça c'est Arnaud qui va le faire. Il y a beaucoup de discussions sur quel traitement donner. On a les guidelines belges qui recommandent l'hydroxychloroquine comme traitement à tous les malades. On rajoute un antiviral. Remdesivir était celui-là qui avait beaucoup d'espoir, mais qui est actuellement pas disponible en Belgique. Certains patients reçoivent le Kaletra, un anti-VIH, et les autres traitements sont découragés. Il y a beaucoup de gens, vous avez entendu parler de l'interleukine 6, qui réduit l'inflammation de ce malade. Alors, moi, mon opinion personnelle, et ce n'est pas seulement la mienne, on fait ce qu'on veut, mais il faut faire de la bonne science. Et ça, c'est les recommandations du Surviving Sepsis Campaign, publiées il y a 3 jours, qui sont contre tout traitement expérimental en dehors d'une étude clinique. Il ne faut pas arrêter de faire la bonne médecine pour donner des traitements qu'on pense qui fonctionnent si l'évidence ou des études de qualité raisonnable n'ont pas été faites. Dernier mot, et je m'arrête avec ça, faut-il donner des corticoïdes? On a des recommandations contre les corticoïdes en cas de maladie coronavirus.
Il y a un papier qui est sorti, qui n'était pas spécifique du coronavirus, mais qui a regardé les patients en RDS atteints de coronavirus. Et vous voyez qu'avec tous les biais de ce papier, dans cet article, les patients traités par corticoïdes avaient meilleure survie que les patients non traités. Alors, cette maladie va nous poser beaucoup de problèmes d'organisation. On va entendre un topo sur comment se protéger, un problème de nombre de lits, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont arriver à l'hôpital en même temps. Et n'oubliez pas, c'est une maladie qui peut toucher le personnel médical, malheureusement. On a dans un premier papier 30% des patients, des personnels médicaux qui est touché, 5 morts en Chine dans un deuxième papier, et 9% des patients positifs au coronavirus en Italie, c'est des patients qui travaillent dans l'hôpital. Donc, c'est une pathologie grave pour laquelle la meilleure façon de réduire la diffusion et donc la mortalité associée, c'est de fermer le pays entier, ce qui va se passer en Belgique bientôt. Il faut faire gaffe aux fake news, il faut se baser sur ce qui est la science, se faire aider, lire les papiers dans leur entièreté et utiliser des thérapies qui sont programmées. On sait qu'est-ce qu'on peut faire en réanimation pour support ventilatoire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand on donne des médicaments, antiviraux, corticoïdes et tout le reste chez nos patients. Et clairement, je pense que tous nos efforts doivent être aussi dédiés à la recherche pour comprendre bien dans le futur comment mieux approcher ces patients atteints de coronavirus. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Je suis ouvert à toutes questions. Merci beaucoup, Fabien. On a eu pas mal de questions, je t'avoue. Ce qui revient surtout, c'est par rapport à la durée de vie du virus sur les surfaces, comme tu en as parlé, et au taux d'infection secondaire par rapport à ça. Est-ce que tu sais pourquoi il survit plus sur certaines surfaces que d'autres, et est-ce qu'il y a beaucoup d'infections secondaires par rapport à ça? Alors, la réponse que je peux fournir est celle-ci. Ça, c'est un papier qui, en fait, n'est pas un papier de patient coronavirus. On a pris des aérosols pleins de virus, on les a diffusés sur plusieurs surfaces, on a évalué la capacité de survie. Alors, il y a plusieurs explications dans ce papier sur New England de pourquoi ça survit plus longtemps. Je pense que le message important est ce n'est pas seulement le patient et l'air, mais c'est le fait des surfaces qui peuvent être colonisées. Ce qui explique pourquoi les gouttelettes sont dangereuses aussi dans le milieu dans lequel on se trouve. Importance pour les patients qui sont symptomatiques de garder un masque chirurgical qui est suffisant pour réduire les gouttelettes dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'FFP2 si on est symptomatique. Quand on a affaire avec un malade qui lui, il est porteur de coronavirus, l'FFP2 protège le soignant d'une infection secondaire. Donc, ça, c'est un message important. Deuxième question, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est souvent de l'entendu. J'ai entendu qu'en France, on a autant d'infections secondaires. J'ai entendu qu'ici, on a beaucoup d'infections secondaires. Les premiers messages chinois, c'est qu'au départ, le patient arrive à l'hôpital, il n'a pas beaucoup d'infections secondaires. Maintenant, en Chine, tous les patients positifs arrivés à l'hôpital, ils étaient hospitalisés. En Belgique, nous allons voir des malades qui restent à la maison avec des symptômes et qui viennent à l'hôpital après une semaine quand le problème respiratoire devient cliniquement relevant. Et ces patients-là pourraient théoriquement se surinfecter avec des bactéries. J'espère qu'on a bientôt des données sur la quantité de patients surinfectés à l'admission. Notre expérience avec les premiers 20 patients, c'est qu'il y a 1-2 patients, donc 10%, qui a effectivement du staph, de l'hémophilus quand ils arrivent à l'hôpital. Donc, ce n'est pas très fréquent, mais vraiment, ça existe. Et je vais essayer de regrouper un maximum de questions qui nous restent. Est-ce qu'il y a des notions par rapport à une certaine immunité acquise après une infection de virus? Et pendant combien de temps les patients restent-ils contagieux? Alors, la contagiosité, théoriquement, c'est autour de 14 jours. Il y a différents papiers qui ont montré qu'un dixième des malades ou un vingtième peut rester contagieux plus longtemps. Un papier sur Lancet parlait de patients graves, en réa, qui peuvent contagier jusqu'à 35 jours après les premiers symptômes. Et donc, aujourd'hui, pour essayer de limiter l'isolement, on dit que 2 frottis nasopharyngées négatives effectuées à 24 ans un de l'autre permet d'enlever l'isolement. Je ne sais pas si c'est de la bonne science ou pas, c'est des recommandations de plusieurs sociétés. C'est ce qui est fait pour l'instant. Et donc, ça, c'est pour la contagiosité du patient. La deuxième question que tu avais, c'était par rapport à l'immunité. Est-ce qu'il y a une immunité? Voilà, c'est une très bonne question. Donc, vous savez qu'on est en train de monter une mesure de IgM et IgG au niveau de toute la population. On n'a pas encore beaucoup de données. Il y a quelques case reports des gens qui sont guéris et qui sont réinfectés, 2-3 cas. Donc, l'immunité, en fait, on ne sait pas grand-chose. Un message important pour tout le monde qui est maintenant à l'écoute, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des experts. En fait, on n'a pas d'experts. C'est une maladie nouvelle. Il
Et par définition, il n'y a personne au monde qui est expert. On découvre avec l'observation clinique. C'est le message le plus important. Méfiez-vous des gens qui vont à la télé et qui disent on est expert, on est expert. Il n'y a personne qui sait. Et on est en train maintenant, par exemple, d'apprendre quel est le degré d'immunité, combien de temps ça dure depuis les vaccins, parce que c'est une nouvelle maladie. Donc, beaucoup de choses que je vous dis maintenant, c'est une discussion qu'on a aussi entre collègues. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas de réponse certes. Donc voilà, il y a encore plein de questions, mais on essayera de les reprendre et d'y répondre au mieux sur le site par après. Merci beaucoup, Fabien. On va maintenant écouter Arnaud. T'as Barbara de parler? On est d'accord? Barbara, tu nous entends? Ah oui, tout à fait. On t'écoute. Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous avons tenté ici de résumer les recommandations existantes, ce qui n'était pas évident parce que, comme le professeur Tacone vient de nous le rappeler, c'est bien une maladie nouvelle. Il y a beaucoup de documents qui sont assez différents, qui partent un petit peu dans tous les sens sur ce domaine-là, et c'est vrai que ça reste en constante évolution. Alors, on tenait à préciser ici dans cette présentation que nous ne nous substituons absolument pas aux infirmiers hygiénistes qui font tout à fait de leur mieux en ces temps de crise et qui restent vraiment des références dans chacune de vos institutions. Alors ensuite, quelques généralités. Donc, effectivement, on se rend compte qu'il est particulièrement important de rester vigilant par rapport aux équipements de protection individuelle que vous pouvez utiliser dans vos services et rigoureux sur leur utilisation. Parce qu'effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit, les soignants sont contaminés. Vous avez des chiffres ici sur la dia par rapport à la Chine et à l'Italie. C'est vrai qu'on n'a pas de recul encore par rapport à la Belgique. On n'a pas beaucoup d'estimations par rapport à ces chiffres belges. Et c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de dépistage systématique des soignants. Alors c'est vrai que pour éviter que Thomas soit submergé de questions, ce n'était pas vraiment l'objectif de la présentation par rapport à ce dépistage systématique, mais on est bien conscient que c'est quelque chose de pas évident. Ensuite, vous voyez ici là sur cette dia, la pyramide inversée ici qu'on a retrouvée sur le site du CDC, qui permet vraiment de bien montrer les différentes strates en fait dans la hiérarchie de contrôle d'une infection ou d'une pandémie comme on le vit actuellement. Et donc quand même bien replacer aussi que les équipements de protection individuelle, ce que vous avez en rouge tout en bas de la pyramide, c'est bien ce qui arrive en toute dernière intention et ça fait partie d'un ensemble de mesures qui doivent être mises en place pour pouvoir limiter les risques de contamination et d'infection. D'ailleurs, si on regarde chaque petit niveau, en tout cas de cette pyramide, on peut y retrouver en partie les directives qui sont prises par notre gouvernement. Alors, dans les différents modes de contamination, je ne vais pas m'éterniser parce que le professeur Tacone nous a bien résumé les choses, bien quand même avoir en tête que ce virus est présent dans tous les liquides biologiques chez le patient et que la contamination se fait vraiment par 3 modes, en fait, par les gouttelettes, par toutes les procédures qui sont vraiment de type aérosolisation, lors des procédures qu'on a réalisées chez nos patients, et également via les surfaces infectées, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors effectivement, aux soins intensifs, c'est particulièrement important par rapport à ces gouttelettes et à ces dispositions par rapport à l'aérosolisation aux soins intensifs, parce qu'effectivement, eh bien, le graphique qui est un peu petit peut-être ici sur la dia pour vous, permet en fait vraiment de montrer que chez les patients critiques, donc ceux qui sont sévèrement atteints aux soins intensifs, la charge virale est jusqu'à 60 fois plus importante que chez un patient plus léger et que chez ces patients-là, l'élimination du virus est plus longue. Alors, vous avez une infographie qui suit ici juste après. J'en profite pour remercier et saluer ma collègue Virginie qui a réalisé ce dessin, qui est assez clair en fait pour pouvoir bien reprendre les modes de contamination. Ce qui est direct, gouttelette, aérosolisation, et ce qui est indirect via les surfaces infectées. Alors justement, ça rejoint ce que le professeur nous disait tout à l'heure aussi sur la persistance du virus sur les surfaces inertes. Donc, dans toutes nos recherches, effectivement, on a la notion de 72 heures à prendre entre guillemets, parce qu'effectivement, on n'est pas expert dans le domaine non plus, c'est ce qu'on retrouve en essayant de vous résumer les informations. Et sur le tableau que vous voyez ici en bas, qui vient donc, je pense, du même article que le professeur Tacone tout à l'heure, effectivement, ce que ça nous montre, c'est que
la demi-vie viable, en tout cas du virus sur les différentes matières, elle est plus longue en nombre d'heures sur les surfaces comme le plastique, l'acier inoxydable et le carton, dans une moindre mesure. Donc, comment organiser les services? Eh bien, c'est certainement des choses que vous vivez actuellement. C'est effectivement de pouvoir rassembler vos patients infectés, donc testés positivement par le Covid-19 dans un service de soins intensifs qui pourrait y être dédié. Et si vraiment, là, on rêve peut-être un peu, mais idéalement, si on pouvait rassembler les patients suspects en attente de résultats d'un frottis dans un autre service pour éviter de devoir les mélanger. Effectivement, ce qui n'est pas évident, c'est le temps que prend le résultat, en tout cas du frottis, en moyenne de 24 à 48 heures en fonction des différentes institutions hospitalières. Vos patients infectés, si possible, si ça peut se faire, devraient pouvoir se trouver dans une chambre avec un sas et en pression négative. Le sas a quand même un aspect sécurisant par rapport aux soignants pour avoir cet espace d'habillement et de déshabillement par rapport aux équipements de protection individuelle. On y reviendra un petit peu plus tard. Certains hôpitaux, beaucoup plus modernes, permettent aussi de placer l'entièreté d'un service de soins intensifs en pression négative. Comme pour tous ces sas et ces chambres d'isolement, les portes de la chambre et du sas doivent bien évidemment rester fermées. Alors, dans tout ce qui concerne l'organisation et tout ce qui est la gestion des ressources, en tout cas dans les services de soins intensifs, il y a beaucoup de choses à lire qui sont assez intéressantes. Questions logistiques, gestion du matériel, comment organiser les différentes chambres. Il y a beaucoup de littérature, ça, on n'a pas su résumer tout ça aujourd'hui pour vous. Par contre, il y a beaucoup de choses à consulter. On vous a mis ici une des infographies de l'European Society of Intensive Care Medicine. Et il y a pas mal de checklists, hein, notamment aussi sur la Society of Critical Care Medicine qui prend vraiment des checklists pour les services. Voilà à quoi je dois penser, voilà quel est le matériel à prévoir. Et il y en a aussi pas mal d'informations sur le site de la Société de la réanimation langue française, la SRLF, par rapport à ça. Alors, on en vient justement aux équipements de protection individuelle. Et donc, le Centre européen pour le contrôle et la prévention des maladies infectieuses, un autre CDC en Europe, suggère au minimum les équipements que vous voyez dans le petit tableau qui se trouve là sur la dia, c'est-à-dire un masque protecteur au niveau respiratoire, on y revient un petit peu plus loin pour parler des masques, des lunettes de protection ou une visière, une surblouse à longue manche imperméable, ainsi que des gants à usage unique. Dans ce tableau, hein, qui vient donc de notre document de synthèse, lorsqu'on avait fait ces recherches-là, le document qu'on a partagé ici avec la CIS Nursing, on voit effectivement ici ce qu'on a repris dans le tableau, donc les guidelines de la Surviving Sepsis Campaign, qu'il y a effectivement des recommandations qui sont posées, mais qui sont basées sur de la bonne pratique, qu'il y a très peu de niveau de preuve fort par rapport à ces recommandations, que c'est même plutôt assez faible. Et ça va dans le même sens que celle de l'européenne, de notre CDC européen, pardon. Alors, si on revient par rapport aux recommandations de la SRLF qui correspondent quand même assez bien aux pratiques que l'on rencontre en Belgique actuellement, voilà, deuxième partie de l'infographie réalisée par notre collègue Virginie, qui reprend donc les deux parties que vous avez sur le dessin. À gauche, l'habillage, à droite, le déshabillage, qu'on va détailler après ensemble, ainsi que les différents éléments de ces équipements de protection individuelle. On n'oublie pas évidemment, mais c'est important de le rappeler, même si je suis convaincue que tout le monde l'a clairement en tête, l'hygiène des mains de base, lavage des mains et passage à la solution hydroalcoolique. Et du haut vers le bas, la protection sur les cheveux, la charlotte. Alors, à certains endroits, c'est même plutôt des cagoules pour pouvoir se protéger les cheveux et l'arrière de la tête. Le masque est généralement de type FFP2, on va y revenir, mais ce masque va vraiment être très important pour pouvoir l'ajuster correctement au visage, de pouvoir bien adapter les petites languettes métalliques au niveau du nez, de raser la barbe chez les soignants qui sont porteurs de barbe pour l'ajuster correctement et limiter au maximum les fuites. Alors, il y a deux petits dias de rappel sur des choses que vous savez certainement, mais sur le masque chirurgical, qui est celui qu'on utilise dans nos soins ou en salle d'op, qui permet bien d'éviter vraiment quelque part le partage de gouttelettes entre le soignant et le patient. Évidemment, ce masque ne protège absolument pas les yeux et le risque de contact au niveau des conjonctives. Les appareils de protection respiratoire, c'est ceux dont on parle ici depuis le début de cette pandémie, qui ont cette norme européenne, la EN 149, et donc qui ont vraiment cette pièce faciale filtrante qui, elle, va être beaucoup plus efficace par rapport par rapport à l'aérosolisation.
Alors, vous voyez les images qui illustrent les différents types qu'on peut avoir par rapport à ces masques FFP2 ou FFP3. Et il est vraiment très, très important sur ces masques, j'incite beaucoup, de réaliser ce qui est vraiment noté, un fit check, pour tester vraiment l'étanchéité entre le masque et l'utilisateur. On n'a pas tous le même visage, donc effectivement, il faut que ce masque puisse s'adapter correctement à votre visage pour limiter au maximum les fuites. Encore une petite dia sur les masques qui vont vraiment distinguer par rapport aux soins qu'on connaît dans nos services, les actes à faible risque d'aérosolisation. On vous a mis quelques exemples, hein, les réfections, pansement de cathéter, même si on est quand même fort proche du patient, le changement de seringue sur un pouce-seringue, la préparation de perfusion dans la chambre. Peut-être qu'on pourrait plutôt utiliser un masque chirurgical qui, lui, a une validité de 4 heures. À côté de ça, vous avez ce qu'on connaît aussi comme acte à haut risque d'aérosolisation, tout ce qui est plus invasif au niveau respiratoire, le moment de l'intubation, le moment de la VNI, de l'utilisation de l'optiflow, les aspirations trachéales, la bronchoscopie, la fibroscopie, la toilette, bouger votre patient, le mettre en décubitus ventral. Effectivement, à ce moment-là, étant donné la proximité et le risque beaucoup plus élevé d'aérosolisation, il vaudrait mieux pouvoir porter un masque de type FFP2 ou FFP3, et ceux-là sont connus pour avoir une validité de 8 heures. Alors, je continue sur le schéma que ma collègue a dessiné. Hein. On a parlé donc de la Charlotte, des masques et des lunettes, importants pour diminuer le risque de contamination par les conjonctives, à ajuster correctement en lien avec le masque, hein, histoire que vous puissiez respirer mais que vous n'ayez pas de fuite et que tout puisse s'imbriquer correctement ensemble. Et on ajoute le port d'une surblouse imperméable à long manche. Elle ne doit pas être stérile, sauf les conditions particulières de la salle d'opération. Des gants résistants à l'eau, ça va de soi, si possible à plus longue manchette. Alors, petite parenthèse, on a rencontré aussi quand même dans plusieurs services l'utilisation parfois d'une double paire de gants. Alors bien sûr, ça va à l'encontre de tous nos apprentissages au niveau de l'hygiène hospitalière, mais parfois ça peut être intéressant en vue du déshabillage pour éviter de se contaminer les mains. Les surchaussures sont également quand même repris, même si on ne l'a pas trouvé directement dans la littérature, mais ça nous semble assez logique à l'utilisation, étant donné que le virus peut persister sur le sol, sur les différentes surfaces, pour pouvoir éviter de l'avoir sur ces chaussures. Alors, dans le tableau qui suit, c'est donc un tableau qui se trouve aussi dans nos documents de synthèse de la CIS Nursing, qui reprend les pratiques rencontrées que nous avons partagées lorsque nous nous sommes rencontrés dans 6 hôpitaux. Vous voyez qu'on est quand même tous encore assez cohérents, peut-être un peu moins sur les surchaussures, mais ça rejoint quand même ce qu'on vient vous expliquer par rapport aux équipements de protection individuelle. Alors, dans toute cette crise, il va quand même, malgré tout, bien garder en tête, c'est bien une maladie nouvelle. On est tous débutants, en fait, vis-à-vis de cette maladie et de ses implications. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir garder et de travailler avec vos équipes, avec vos chefs vocaux, les infirmières hygiénistes, pour améliorer vraiment tous ces dispositifs avec votre feedback, qui est vraiment important dans l'utilisation de tous les jours. Et effectivement, à ce moment-là, notre CDC européen émet quand même quelques conseils qui sont, on trouvait assez intéressants à vous partager. C'est sûr, de minimiser le plus possible les risques d'exposition. Arnaud va vous en parler, notamment lors de l'utilisation de la VNI ou du respirateur. Mais vraiment, de bien garder en tête, il ne doit pas y avoir de peau nue exposée quand je suis dans le box de mon patient. Même chose pour essayer de diminuer le risque de contamination secondaire, il faudrait pouvoir faciliter le retrait de la tenue que vous portez lorsque vous êtes dans l'isolement. Et donc, c'est vrai qu'ils exposent, par exemple, ici, un conseil qu'il faut évidemment adapter en fonction du matériel que vous avez, mais d'essayer de bien sécuriser, de fixer correctement les connexions entre votre surblouse et les gants, ou éventuellement les surchaussures, pour faciliter le retrait de cette tenue le plus possible dans la même fois, si vous comprenez ce que je veux vous dire, pour éviter de vous contaminer les mains. Alors, on voit effectivement ce qui est sur la dia ici aussi, c'est que l'aide à l'habillage et au déshabillage peut vraiment être très, très importante. C'est ce qu'on vous met d'ailleurs sur la dia qui suit, parce que c'est très, très, très chronophage, hein, cet habillage. Et ce déshabillage, c'est source de stress, évidemment, ça, on s'en rend bien compte. Et donc, c'est vrai que de pouvoir s'entraîner un maximum avec une collègue expérimentée, avec les référents d'hygiène de votre service, les personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois, d'avoir une personne qui peut aider et coacher à l'habillage et au déshabillage
d'utiliser une forme de checklist. Vous verrez qu'il y a beaucoup de sites qui en référence aussi, peut vraiment aider à acquérir un maximum de rigueur dans l'utilisation de ces équipements de protection. Je sais là, dans certains services, il y a parfois, donc forcément, vous prenez en soin de 1 à 2, voire 3 patients intubés aux soins intensifs, et bien pourquoi pas essayer d'imaginer une infirmière volante qui pourrait aider au moment de l'habillage et du déshabillage pour essayer de réduire un peu ce temps qui est toujours ennuyeux pour tout le monde. Alors là, effectivement, si vous cherchez d'autres informations sur notre site là, de la CIS Nursing, vous en trouverez plusieurs. Je vois qu'Arnaud laisse ma dia précédente, donc il a raison, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que le tableau bleu que vous voyez là en dessous a été repris pour donner en fait des séquences par rapport à l'habillage et au déshabillage. Mais vous voyez par exemple les difficultés de regrouper toutes les informations, c'est que si vous êtes attentif à ce tableau, vous verrez, par exemple, si je prends le moment de l'habillage sur la gauche, on parle du lavage des mains, de la blouse, du masque, des lunettes et des gants, et on ne parle pas de la charlotte ni des surchaussures. Donc, il faut intégrer ça là-dedans aussi. C'est vraiment toute la difficulté d'essayer de centraliser toutes ces informations. Et donc voilà, comme je vous le disais, si vous souhaitez d'autres informations, vous avez donc l'adresse de notre site web pour pouvoir reprendre un maximum d'informations, ce qu'on essaye de faire le mieux possible pour vous aider à vous y retrouver là-dedans. Et je vous remercie de votre attention. Merci Barbara. J'ai une question aussi sur ce que tu penses par rapport aux surmasques ou aux visières de protection qui ont été vus dans certains journaux télévisés pour parer à la réserve insuffisante de masques FFP2. Effectivement, on en avait discuté tout à l'heure. J'ai vu ça aussi, pas mal de vidéos sur le fait donc de placer un masque FFP2 par exemple et de placer au-dessus un masque chirurgical. On n'a rien trouvé d'écrit en fait là-dessus. Ça nous semble peut-être logique pour pouvoir essayer de conserver ce masque FFP2. Parce qu'effectivement, on se rend bien compte que c'est difficile et qu'il y a cette pénurie de masques qui est assez problématique. Mais je ne peux vraiment pas l'étayer sur base d'une source sûre. C'est ce qu'on en a déduit tout à l'heure en discutant avec Arnaud. Et tu avais une autre question? J'ai oublié. Oui. Non, c'est bon, tu as répondu parfaitement à ma question. Ah, les visières, c'était pas sur les visières? Oui, les visières également, effectivement. Les visières, en fait, le CDC européen en parle, mais donc il préconise l'utilisation de lunettes pour se protéger les yeux, pour forcément limiter la contamination au niveau des conjonctives. Mais dans certains endroits, ce ne sont pas les lunettes qui sont utilisées, c'est vraiment la visière qui vient chapeauter du haut du front jusqu'en dessous du menton et qui remplace ce rôle-là. Mais ça ne dispense pas le fait de porter un masque qui est adapté, donc le FFP2 ou le 3, dans toutes les dispositions d'aérosolisation. Et donc, une dernière question. Pourquoi dit-on qu'un masque chirurgical doit être porté par les personnes infectées pour protéger les autres, mais ne sert à rien si l'on n'est pas infecté? Donc, pourquoi la barrière se fait dans un sens et pas dans l'autre? Alors, je ne connais pas toutes les constructions de masques. Dans ce que j'ai cherché sur les différents masques, c'est ce qu'on mettait dans une dia un peu plus tôt, la différence entre le masque chirurgical et ce qu'on appelle les masques de protection au niveau respiratoire. Le masque chirurgical, je pense que le professeur Tacone sera plus au clair que moi là-dessus, mais va permettre de protéger par rapport aux gouttelettes et les échanges qu'il peut y avoir de ces gouttelettes. Or ici, par rapport au Covid-19 et aux procédures qu'on rencontre aux soins intensifs, on a des particules, je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, qui sont inférieures à 5 microns, qui sont beaucoup plus petites et qui donc ne sont pas bloquées par un masque chirurgical. Si j'ai bien compris. Donc je me permets de mettre ça entre guillemets pour être certaine d'avoir un complément de réponse. Fabio, si tu as un commentaire, ton micro est allumé. Oui, rapidement, en fait, c'est très correct, en fait. Le filtre permet surtout de réduire le contact d'une personne malade dans un milieu qui est riche en gouttelettes, même de petite taille, vers le personnel soignant, alors que la personne qui est infectée avec un masque chirurgical permet de diminuer de façon très importante la quantité d'aérosolisation de la pièce. Parfait, merci à vous deux. Et Arnaud, maintenant, c'est bien. Vous m'entendez? Thomas, on m'entend? Ok. Je reviens du coup à ma présentation avec le docteur Mamour, qu'on connaît bien. Il est un peu plus jeune sur la photo, ça je ne l'ai pas dit.
Moi, je vais vous parler plutôt des spécificités de la ventilation mécanique. Comme Fabio l'a dit, les patients vont développer un ERDS et vont principalement venir aux soins intensifs pour cet ERDS. C'est plus ou moins comme tous les ERDS, sauf qu'ils sont un peu mieux compliants. Ils ont une compliance pulmonaire qui est meilleure. Et on se rappelle tous les définitions de l'ERDS selon Berlin, avec des indices de sévérité léger, modéré, sévère, selon le rapport PO2 et FiO2. Il existe déjà des recommandations. Là, j'ai pris les recommandations françaises qui sont vraiment applicables dans cette pathologie-là, où on retrouve, lorsque le patient est intubé, des volumes courants à 6 ml par kilo de poids théorique. On se retrouve toujours avec une ventilation protectrice en faisant attention à cette pression plateau. Et alors, en fonction de la gravité du patient, on peut passer avec des thérapies un peu plus importantes, comme des PEPs élevés, curarisation. C'est un peu compliqué de parler de ça actuellement, mais en tout cas, on le retrouve encore actuellement. Le décubitus ventral et voire l'ECMO véno-veineuse. Celles-ci sont les recommandations pour le Covid-19. Et donc, on peut voir qu'elles sont quasiment identiques dans les RDS. On retrouve les mêmes recommandations pour le traitement, en tout cas, de l'ARDS. Concernant l'oxygène, donc principalement, ils vont commencer quand ils seront pas trop sévères, ils auront juste de l'oxygène. Évidemment, on connaît toutes les modalités d'administration de l'oxygène en fonction du degré d'hypoxémie du patient. Ça peut aller des lunettes nasales classiques. Et on va y revenir à l'Optiflow. Est-ce qu'on peut vraiment le faire ou pas? Je demanderai l'avis d'ailleurs à Fabio. Et aussi à la VNI, où là, il y a des précautions à prendre, en tout cas par rapport à ce Covid-19. Une précision sur le NRM, donc le masque à haute concentration. On parle souvent de masque à 100%, mais lorsque on calcule vraiment la FiO2 qui se retrouve au niveau du patient, on arrive à un maximum 70 à 80% des FiO2 réels chez le patient, qu'avec l'Optiflow, on pourra arriver à des FiO2 beaucoup plus précises. Un autre élément, c'est qu'on a publié une étude avec Frédéric Dupré, un kiné, par rapport à un double throat mask qu'on rajoute sur des lunettes nasales classiques, qui permet d'améliorer aussi le rapport PaO2 et FiO2 du patient, qui permet d'améliorer la PaO2. Donc, c'est vraiment au-dessus des lunettes nasales classiques. On rajoute un masque qui ne coûte pas très cher. Donc, c'est un masque avec des aérosols où on ne met pas d'oxygène en plus sur ce masque. On rajoute 2 trompes et ça permet d'améliorer l'oxygénation du patient. Il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est peu coûteux. Le deuxième, c'est que lorsque le patient retire le masque pour boire ou manger, ben, il reste toujours avec des lunettes nasales avec un peu d'oxygène. Il peut moins désaturer. Et peut-être, on peut aussi faire un moindre coût par rapport à l'oxygène dans l'hôpital. Je rappelle juste les normes d'oxygène, en tout cas les normes selon les recommandations pour les patients aux soins intensifs, 94-97% de saturation. Dans d'autres recommandations pour le Covid-19 que je vais passer, on retrouve avec des autres recommandations de l'oxygène. Donc, j'ai voulu remettre ça pour le rappeler. Alors, l'oxygénothérapie à haut débit, l'Optiflow. Donc, la SRLF a été assez dure il y a 2 semaines, même peut-être un peu plus. Ils ont dit que les techniques à haut risque sont plutôt déconseillées pour le risque du personnel, pour permettre de la contamination du personnel. Donc, la VNI, les lunettes haut débit. Il faut savoir que dans les recommandations que j'ai mises de la Survivist Campaign précédemment, ils l'ont repris. Donc, ils ont repris les lunettes haut débit. Dans d'autres recommandations, ils le reprennent aussi. C'est toujours pas clair encore s'il y a vraiment un risque pour le personnel. Est-ce qu'il faut vraiment limiter le débit? En tout cas, on a toujours dit que si on utilisait l'Optiflow, c'était plutôt avec des débits élevés. Donc là, je pense que ce n'est pas encore très clair si on peut l'utiliser ou pas. Je pense qu'avec la pénurie de respirateurs qu'on va nous dire, pour éviter l'intubation, ben, je pense qu'il faudrait peut-être voir au cas par cas. Je pense que si le personnel est bien protégé, ça pourrait le faire et on demandera alors l'avis à Fabio pour cet élément-là. Pour la VNI, là, c'est aussi assez à risque. Donc là, il y a des petites particularités. Donc, il faut d'abord démarrer le respirateur lorsque le masque est déjà fixé sur le visage du patient, ce qu'on ne fait pas habituellement. On va essayer d'éviter les fuites. Comment on va limiter les fuites? En limitant le niveau d'aide et PEP, en essayant de serrer peut-être un peu plus que d'habitude, malheureusement. Et là, on retrouve alors les recommandations que je disais avec les lunettes haut débit, où là, on retrouve les lunettes haut débit qui peuvent être reprises pour les patients en Covid-19. Et alors, pour le helmet, donc, qui est le casque intégral, en tout cas, dans ces recommandations-là, ils ne le reprennent plutôt pas. Ils disent que ça pourrait être considéré,
pour éviter la contamination du personnel, mais que malheureusement, ça reste encore coûteux. Pourtant, il y a quand même des études et des études italiennes publiées il n'y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans. Je vous ai mis la vidéo si vous voulez vous informer sur le casque intégral, le helmet en anglais, qui avait montré plutôt des bons résultats dans la RDS. Il y a d'autres éléments aussi qui permettent de faire de la VNI. Il y a aussi la CIPA-Boussignac que je vous ai mis à droite dans la dia, qui permet avec juste un débit d'air mural et un débit d'oxygène qui permet d'avoir une CPAP. Et si vous utilisez la VNI, attention qu'il faut utiliser des masques sans fuite. Sinon, évidemment, avec les fuites, là, il y a vraiment un risque d'aérolisation assez important. Concernant les circuits, je vous ai mis cette dia-là. Il y a plusieurs particularités, que ce soit pour la ventilation invasive ou la ventilation non invasive. Pour la branche expiratoire, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre un filtre HEPA. Malheureusement, ce filtre HEPA va favoriser un autopep, donc peut-être à s'adapter en fonction du réglage. Mais ce filtre HEPA doit être absolument associé à un filtre HME pour humidifier et réchauffer le patient. Et ensuite, un système clos d'aspiration du patient. Comme ça, quand on aspire le patient, il y a moins de risque d'aérolisation pour le personnel. Ce n'est pas toujours clair. Il y a 2 semaines, il y avait des recommandations qui disaient qu'il fallait mettre un filtre HEPA sur la branche, sur le circuit inspiratoire. Les dernières recommandations de la SFAR, donc la Société française d'anesthésie de réanimation, disent qu'il ne faut pas le mettre, car a priori, sur les respirateurs modernes, il n'y aura pas d'expiration du patient qui est dans la branche inspiratoire. En tout cas, nous, à Tivoli, au début de la prise en charge, on en mettait sur la branche inspiratoire et expiratoire. Maintenant, on n'en met plus sur la branche inspiratoire parce qu'on a peur qu'à un moment donné, on commence à manquer aussi de filtres HEPA, car les filtres qu'on a chez nous, par exemple, il faut les changer toutes les 24 heures. Donc, je pense que ça, c'est à discuter dans vos unités de soins intensifs actuellement. Pour les déconnexions du respirateur, donc, par exemple, ces changements de filtre, intubation, etc. Et là, il faut être vraiment vigilant car c'est des manœuvres qui sont à haut risque pour nous. Il faut mettre le respirateur en pause expiratoire. Certains auteurs parlent d'un clampage de la sonde d'intubation. Ensuite, on fait l'acte, comme par exemple le changement du filtre. Ensuite, on déclampe la sonde d'intubation. Et puis, on reprend la ventilation mécanique. Si le patient désature, s'il a mal supporté la manœuvre, on peut éventuellement faire des manœuvres de recrutement si besoin. Pour l'humidificateur actif, idem, trop risqué pour nous. Donc, il faut le bannir, en tout cas pour l'instant, pour la ventilation invasive et non invasive. Et évidemment, je vous ai parlé de l'autopep pour ces filtres HEPA, mais alors avec le HME, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier que ça va augmenter les résistances et l'espace mort et peut-être adapter vos réglages en fonction de la VNI et la ventilation invasive chez vos patients. Pour les aérosols, également, c'est à haut risque et donc il faut éviter les nébuliseurs. Il faut plutôt privilégier et se poser vraiment la question, est-ce qu'il faut vraiment un aérosol chez le patient? Et alors, s'il faut vraiment un aérosol chez le patient, plutôt faire avec des manœuvres de puff et en étant vraiment très vigilant et peut-être laisser la chambre implantable alors si vous voulez vraiment utiliser l'aérosol pour éviter les déconnexions chez le patient. Et malheureusement, tant pis pour les résistances et les espaces morts. Je vous ai remis cette dia résumée, les principes de gestion des voies aériennes pour le Covid-19 que je trouve très bien faite, qui permet vraiment de s'adapter en fonction des différentes phases, avant, pendant et après. Je vous vraiment, et sur le site de l'Assist Nursing et sur plusieurs sites, je vous recommande vraiment de l'imprimer, de l'installer. Et je pense avoir fait un exposé dans les temps. Et il y a toutes les informations sur le site de l'assistnursing.be. Et je vous remercie de votre attention. Et je suis ouverte à des questions, évidemment. Juste avant de passer aux commentaires de Fabio, peut-être un mot sur l'humidification, Arnaud? Oui. L'humidification active, malheureusement, c'est à haut risque d'aérolisation. Et donc, il faut, pour l'instant, pour ces patients, privilégier le HME, qu'il faut changer en fonction du type et de marque que vous avez. Et évidemment, quand on va changer ce HME, comme je l'ai dit, c'est une manœuvre assez risquée. Pour toutes ces déconnexions, il faut vraiment penser à l'algorithme que je vous ai mis juste avant. Pour l'Optiflow, peut-être Fabio, qu'est-ce que tu penses pour les lunettes à haut débit? Qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous? Rapidement, je crois qu'un truc important, les recommandations que vous allez lire elles sont basées selon certains sous du bon sens. Donc, ne prenez pas toutes les recommandations écrites par les Français, les Italiens. La seule chose bonne à faire,
Après, je pense que concernant l'Optiflow, nous avons discuté en interne. Quand on voit la structure de laquelle l'Optiflow donne de l'oxygène, le haut débit généré, il a clairement un risque d'aérosolisation plus importante. Donc, nous avons décidé pour l'instant de privilégier plutôt la pression positive, donc CPAP ou NIV, surtout dans les malades qui ont des signes respiratoires, une fréquence respiratoire très élevée. Et en tout cas, clairement, la ventilation invasive fait partie aussi de la stratégie d'intubation comme préoxygénation. Tous les malades sont induits en préoxygénation avec la ventilation invasive. On utilise le masque en pression positive, même après induction d'anesthésie, avant que les malades soient paralysés, pour éviter de recrutement et hypoxémie, vu que les malades sont tous hypoxémiques. Le message important aussi, c'est que les malades que moi j'ai vu en réanimation jusqu'à maintenant, donc les malades très graves qui sont dus au coronavirus, en général, vu que la maladie n'a pas de cure spécifique, quand ils sont en CPAP, en fait, ils vont être intubés par la suite. C'est ce qu'on a observé en général. Et comment ils sont ventilés chez vous? Vous arrivez à les passer en aide facilement, voire en CPAP Non. ou aussi? Pas du tout. Pour l'instant, nous sommes dans une situation dans laquelle ils sont tous graves. On a eu beaucoup de transferts d'autres hôpitaux. Donc, on a par définition une sélection de malades jeunes, relativement jeunes et très graves, qui sont souvent indications de prône et ou ECMO. Déjà mis 2 ECMO, il y a 3 autres candidats. Ils sont tous sédatés paralysés. Ils ont tous une très bonne compliance. Donc, c'est pour ça que je dis que le terme ARDS est un peu inapproprié. C'est plutôt acute respiratory failure, c'est probablement un terme plus approprié. Et en tout cas, on est très concerné par la possibilité d'une ventilation non protectrice dès qu'on enlève la paralysie. Après, j'insiste, c'est beaucoup d'observations qu'on a partagées avec d'autres collègues. Comment manager correctement un poumon compliant hypoxémique? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des idées différentes, mais on est loin d'avoir une best practice. Ça reste actuellement dans le domaine de l'observation. Non, toutes les recommandations qu'on a retrouvées, évidemment, c'est des avis d'experts. C'est vraiment pas évident, effectivement. Donc, Voilà. Ils sont tous experts. Dans cette phase-là, ils sont tous experts. Je pense qu'on peut commencer doucement à conclure. On a eu vraiment énormément de questions. On ne peut malheureusement pas répondre à tout, mais on essaiera de vous répondre au mieux sur le site web. C'est promis. Merci Arnaud, le mot de la fin? Merci beaucoup. Merci pour ce premier webinaire. J'espère que ça a été clair, que ça a répondu un peu à vos questions. Si vous avez d'autres sujets pour d'autres webinaires, on peut évidemment en organiser d'autres. Ce n'est pas évident car, comme je vous ai dit, on est tous des praticiens dans les unités de soins intensifs, donc on essaie de dégager du temps, mais bon, ce n'est pas toujours évident. Je remercie évidemment Fabio, Barbara et toi, Thomas, pour l'organisation. C'était super et merci beaucoup et à bientôt. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux orateurs et très bonne soirée à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.